Les dernières attaques contre l'Iran. Les États-Unis essaient, d'une certaine manière, d'isoler certaines villes du sud de l'Iran en raison de leur importance stratégique. L'une d'elles est Bandar Abbas. Ils ont frappé 7 ponts qui mènent à Bandar Abbas et ont tenté d'isoler la ville. Par la suite, les images que nous avons vues montrent qu'il est, d'une certaine manière, impossible de faire cela en raison de la géographie de la région. Et ils frappent certaines cibles dans l'ouest de l'Iran. L'une d'elles était la centrale nucléaire de Darkovin, dans l'ouest de l'Iran, dans la province du Khuzistan. Cette province est frontalière de l'Irak. C'est proche de la frontière irakienne. Et du côté des Iraniens, ce qui a été particulièrement important, c'est l'attaque contre la Jordanie. Et comme l'a rapporté le New York Times, ces attaques ont fait au moins 2 morts parmi les soldats, et l'un d'eux est porté disparu. Hier, ils ont également fait état de 2 autres soldats, l'un en Irak et l'autre en Jordanie. Mais ces attaques ont blessé des dizaines de militaires américains et endommagé plusieurs hélicoptères et avions de chasse. Puis plus tard, nous avons appris que les gardiens de la révolution iraniens ont publié un communiqué officiel. Ils y indiquent que les gardiens de la révolution ont publiquement remercié la population et le personnel militaire jordanien pour avoir fourni des renseignements essentiels qui auraient, selon eux, permis des frappes précises contre les États-Unis dans la région d'Azraq. Et l'autre élément important, c'était aussi l'annonce des Émirats arabes unis. Ils ont déclaré qu'ils ne voulaient pas de cette guerre, qu'ils ne voulaient pas de cette escalade. Parce que l'Iran a dit que dans les prochains jours, il allait attaquer Fujairah et les ports que les Émirats utilisent pour exporter leur pétrole. En gros, leur survie dépend de ces ports. Voilà la situation actuelle. D'un côté, on voit les États-Unis, d'une certaine manière, faire monter l'escalade. Hier, nous avons appris qu'Israël se prépare à se joindre à eux et que les États-Unis sont prêts à escalader. De l'autre, on ne voit pas l'Iran reculer. Quelle est votre lecture, colonel, au vu de la situation actuelle de la guerre? Eh bien, je pense que c'était prévisible. Et d'ailleurs, certains experts l'avaient déjà prédit d'une certaine manière. Je veux dire, pas exactement l'endroit d'où viendrait la frappe, mais au fond, nous savions que cela évoluerait ainsi, après ou avant la signature du protocole d'accord. Nous savions qu'il n'y avait pas vraiment d'issue. Je veux dire, soit vous signez ou vous mettez en œuvre le protocole d'accord et vous engagez un processus de négociation, soit vous avez une confrontation similaire à celle que nous connaissons aujourd'hui. Le problème, c'est que les Américains n'ont probablement pas réalisé que pour l'Iran, cette guerre est existentielle dans une certaine mesure, parce que c'est la 4e fois que l'Iran est attaqué. Cela s'est produit 2 fois en 2024 et 1 fois en 2025. It has been in 2024 and twice in 2024, once in 2025. And Iran knows that Et l'Iran sait que, même s'il y a un accord de paix, ce serait une paix très fragile, parce que Israël n'a pas encore renoncé à cette idée de détruire l'Iran. Et probablement qu'aux États-Unis, vous avez encore des gens qui envisagent cette idée de détruire l'Iran. Au bout du compte, cela fait des décennies que nous entendons parler d'une guerre contre l'Iran. Aujourd'hui, elle devient réalité. Et les Iraniens savent que, si le problème n'est pas réglé une fois pour toutes, cela reviendra encore plus fort. Enfin, depuis 2024, nous avons vu une escalade du conflit. Cela a toujours été de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Donc, si je comprends bien le calcul des Iraniens, car je ne suis pas à Téhéran, l'idée est qu'il faut maintenant régler la question. Donc pour l'instant, nous allons probablement traverser une mauvaise passe dans les combats. Mais cela doit être réglé une fois pour toutes. Je pense que c'est plus ou moins
la logique. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous attendre à ce que, et je crois qu'il y a là une forme de malentendu ou de sous-estimation des Américains, les Iraniens reculent. Ils ne reculeront pas. Il y a trop d'enjeux pour eux. C'est donc le contexte. On peut voir qu'en réalité, j'ai toujours le sentiment que l'Iran retient encore sa réaction. Jusqu'à présent, l'Iran a probablement subi beaucoup de destruction et certainement plus de victimes que les États-Unis, cela ne fait aucun doute, et même plus qu'Israël. Nous voyons donc que la résilience du côté iranien est bien plus élevée que chez les autres. D'un autre côté, les Iraniens n'ont pas frappé de cibles civiles. Il faut aussi le souligner. Quand on lit les médias, surtout en Europe, qui disent « Bon, l'Iran a frappé Bahreïn, a frappé la Jordanie, et ainsi de suite ». Mais si l'on veut être précis, les Iraniens ont frappé des installations américaines dans ces pays et ils ont évité d'attaquer des infrastructures civiles. Les quelques informations que nous avons reçues en mars ou en avril faisaient état d'hôtels, de certains sites ou de lieux civils qui auraient été touchés aux Émirats arabes unis ou au Qatar. Mais il s'agissait principalement de lieux utilisés parce que les installations militaires avaient été détruites et que les États-Unis avaient dû trouver d'autres endroits pour mener leurs opérations ou installer une sorte de centre de communication, ce genre de choses. Par conséquent, certains de ces lieux ont été frappés par les Iraniens. Mais en tant que tels, les Iraniens n'ont jamais ciblé la population qatarienne, ni les populations bahreïniennes, saoudiennes ou jordaniennes. Cela étant dit, on voit que les Iraniens sont en réalité extrêmement, comme on l'a vu avec l'opération Promesse Véridique, enfin celle-ci n'était pas numérotée, puis Promesse Véridique 2 et Promesse Véridique 3, les Iraniens ont systématiquement ciblé des objectifs militaires. Les cibles israéliennes, notamment, n'étaient que des cibles militaires. Et ils continuent ainsi aujourd'hui. Mais bien sûr, dans la première réponse, ou les premières vagues de la réponse iranienne, qui visaient les installations américaines en Arabie saoudite, et ainsi de suite, ils élargissent désormais le cercle, si vous voulez, ou la portée de leurs attaques. Et les États-Unis aussi, peut-être que cela avait été planifié par les Iraniens. Je ne sais pas. Ce serait d'ailleurs très malin de laisser les États-Unis retirer beaucoup d'équipements vers la base de Muwafaq, en Jordanie, puis d'attendre que tout ce matériel y soit pour frapper l'ensemble de ces équipements. Parce qu'apparemment, certains avions, enfin beaucoup d'avions, ont été endommagés, ou des choses comme ça. Je ne connais pas exactement les chiffres. Et je pense qu'il n'y a pas de chiffres précis disponibles à ce stade, du moins dans les sources ouvertes, que ce soit concernant le nombre de soldats tués ou blessés, ou le matériel qui a été détruit. Et je pense même qu'il y a une restriction concernant les images satellites disponibles à ce sujet. Par conséquent, nous ne savons pas exactement quelle est la situation. Mais si l'on écoute les Iraniens, et encore une fois, je ne sais pas s'ils nous disent la vérité, mais partons du principe que oui, beaucoup d'équipements ont été détruits sur cette base jordanienne. Fait intéressant, il semble aussi que les Jordaniens aient été surpris par cette attaque. Ils ne s'y attendaient donc pas, probablement en raison de la portée. Je ne sais pas pourquoi, car à mon avis, l'Iran avait déjà frappé cette base lors des premières vagues de riposte début mars. Je ne comprends donc pas vraiment pourquoi les Jordaniens n'auraient pas envisagé que d'autres vagues puissent les atteindre. Je ne comprends pas exactement quelle est la situation. Le nouvel élément qui a été mentionné, que vous avez mentionné, c'est que selon les gardiens de la Révolution, il semble que les Iraniens aient obtenu des informations auprès de la population jordanienne, quoi que cela veuille dire. Parce que certaines personnes peuvent fournir des informations involontairement.
pas forcément parce que ce sont des traîtres ou quoi que ce soit de ce genre, mais simplement parce qu'elles répondent naïvement à une question. Et c'est comme ça que cela arrive. Mais cela signifie que les Iraniens disposent probablement, dans ces pays, dans les pays arabes, d'un réseau de renseignements plus étendu qu'on ne le soupçonne habituellement. Donc je pense que cela doit être l'une des conséquences. L'autre conséquence, l'autre chose que l'on peut dire, c'est que les Iraniens savent très probablement exactement ce qui se passe. Je veux dire, comme je l'ai dit, nous avons vu qu'ils ciblent avec une très grande précision ce qu'ils veulent viser. Ce n'est pas ce qu'on a vu à Gaza, par exemple, avec les Israéliens, où ils continuent, vous savez, c'est juste des bombardements massifs. Point final. Là, on n'est donc pas face à une sorte de bombardement massif. Cela reste extrêmement ciblé. Et évidemment, les Iraniens savent exactement ce qu'ils font. L'autre aspect qu'il faut comprendre, c'est que les Iraniens n'ont pas d'autre choix que d'intensifier d'une certaine manière. Ça doit être une escalade contrôlée. Et je pense que c'est un aspect très important, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas basculer brutalement dans une guerre totale. Ça doit être une escalade contrôlée, afin de montrer à cette coalition israélo-américaine qu'ils sont prêts à aller plus loin. Ils sont donc prêts à en payer le prix, si vous voulez. Ils savent que s'ils intensifient, ils recevront eux aussi une réponse intensifiée. Ils le savent. Mais, en même temps, ils ne veulent pas aller jusqu'à l'extrême, jusqu'à la guerre totale. Mais ils ont dit, tant que nous n'aurons pas atteint notre objectif, nous sommes prêts à intensifier le conflit. Je pense donc que le langage ou le message que les Iraniens font passer est très fort, tout en restant mesuré. Et selon moi, comme nous l'avons vu lors des précédentes opérations Promesse Vraie, les Iraniens gardent un contrôle très très strict sur la nature de leur réponse. Elle est extrêmement bien calibrée en fonction des objectifs. Je ne suis pas sûr qu'il en soit de même du côté américain. Et il y a eu cette attaque apparente contre une centrale nucléaire en Iran, très probablement menée par les États-Unis, je ne sais pas. Mais cela montre que les États-Unis et les Israéliens, et pour les Israéliens, ce n'est pas surprenant, parce que nous l'avons déjà vu par le passé, sont prêts à une escalade massive, car ce n'est pas l'objectif. Il ne s'agit pas d'amener les gens, ni de les inciter à venir à la table des négociations. Il s'agit de les effrayer. C'est la stratégie israélienne. Je pense que les Américains sont un peu dans cette logique. On le voit aussi dans les premières vagues d'attaques. Je parle de ce qui s'est passé en mars. En gros, de la fin février à la première semaine de mars, il y a eu toutes ces frappes. Et soit dit en passant, elles visaient toutes des cibles civiles. Beaucoup d'écoles, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'immeubles d'habitation, ce genre de choses, ont été détruits par les Américains. On voit donc qu'il y a cette idée d'essayer d'effrayer les Iraniens, probablement pour provoquer une révolution ou un mouvement révolutionnaire, ou, vous savez, des manifestations contre le gouvernement. C'est cette idée-là. Nous avons donc ici deux stratégies très distinctes pour faire face à cette escalade. Et ce que nous observons chez les Iraniens est totalement cohérent avec ce que nous avons vu jusqu'à présent. Autrement dit, la chaîne de commandement et de contrôle en Iran dispose d'un scénario très clairement défini pour gérer une situation. Ils sont probablement, au moins sur le plan intellectuel, mieux préparés que les Américains, ce qui n'est pas surprenant. Car du côté américain, je ne suis pas certain que tout le monde soit sur la même longueur d'onde concernant ce conflit. Nous ne savons pas exactement ce que veulent les Américains. Nous ne savons pas s'ils veulent parvenir à la paix ou s'ils veulent obtenir une quelconque forme de succès. Et de quel succès s'agirait-il? Il y a donc beaucoup d'incertitudes quand on examine la stratégie des États-Unis.
Quand on regarde la stratégie iranienne, comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de cohérence. J'ai le sentiment qu'ils maîtrisent mieux l'ensemble de la situation que les Américains. Les Américains ont probablement davantage de moyens, davantage de ressources, plus d'avions et plus de missiles. C'est peut-être le cas. Mais en matière de commandement et de contrôle, je pense que les Iraniens ont une réponse mieux structurée sur le plan intellectuel ou mental que les Américains. Et je pense que cela ressort très clairement du type de cible utilisée par les Israéliens. Quand on regarde les Américains, de l'autre côté, on constate beaucoup plus de désordre dans le choix des cibles ou dans le système de ciblage que du côté iranien. Voilà ce que je peux dire. Mais en ce qui concerne les cibles, pensez-vous qu'avec le temps, l'escalade se concentrerait sur les réseaux électriques ou peut-être sur les infrastructures pétrolières? Car c'est la principale inquiétude, comme je l'ai mentionné, des Émirats arabes unis, du Qatar et de l'Arabie saoudite. Ces pays sont extrêmement préoccupés par cette escalade. Eh bien, je pense que les Américains vont essayer de le faire. Et en fait, si vous regardez les précédentes campagnes aériennes, ainsi que les principes fondamentaux de la doctrine américaine en matière de campagne aérienne et de bombardement, vous voyez qu'il arrive un moment où l'on attaque les réseaux électriques et ce genre de choses. Le problème, c'est que lorsque vous attaquez, disons, l'Iran, son réseau électrique, vous pouvez évidemment affecter la vie économique du pays. Mais nous sommes dans une situation où l'Iran a les moyens de répondre à cela. Et pour l'Iran, il ne serait absolument pas difficile de détruire les stations de dessalement qui se trouvent au Moyen-Orient dans l'ensemble des pays du Conseil de coopération du Golfe. Et cela signifierait presque la fin de ces pays, au moins pendant un certain temps. Parce que sans eau, on peut vivre sans électricité, mais on ne peut pas vivre sans eau. Et à ma connaissance, les Américains ont déjà frappé une installation de dessalement en Iran. Cela signifie que l'Iran pourrait considérer comme une réponse légitime de faire la même chose dans les États arabes. Cela étant, la limite à cela, c'est que les Iraniens, à mon avis, comme je l'ai dit auparavant, n'ont pas visé les pays en tant que tels. Ils ont visé les installations américaines présentes dans ces pays. Et selon ma compréhension personnelle, du moins à ma connaissance, et d'après ce que nous pouvons évaluer à ce stade, l'Iran a évité d'attaquer ou d'attaquer directement la population arabe, la population saoudienne, la population qatari, et ainsi de suite. Ils ont essayé de limiter leurs cibles aux intérêts américains dans ces pays. Quand on s'en prend à des installations de dessalement, on vise alors la population de ces pays. À mon avis, l'Iran serait très réticent à le faire, probablement aussi pour des raisons humanitaires. Mais ce n'est pas la seule raison. Jusqu'à présent, je pense que les Iraniens considèrent encore que les pays arabes, même s'ils ressentent parfois le besoin de répondre à une attaque iranienne, je ne suis pas sûr que les populations arabes aient été complètement aliénées par les Iraniens. Je pense qu'il existe encore un soutien très fort à l'Iran dans les pays arabes. Et nous en avons deux indications, au moins deux. Il y en a probablement d'autres, mais ce sont celles qui me viennent à l'esprit aujourd'hui. La première, c'est la présence de la délégation saoudienne aux funérailles d'Ali Khamenei. Cela montre que malgré le conflit, la population arabe, enfin le pays arabe, disons, pas l'installation américaine en Arabie saoudite, mais les Saoudiens, a éprouvé une certaine compassion pour les Iraniens. C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est celui que vous avez mentionné tout à l'heure.
Nous avons déjà évoqué cette idée selon laquelle les Iraniens ont obtenu des renseignements de personnes en Jordanie. Cela signifie qu'il existe, d'une certaine manière, une base de soutien dans ces pays. Et je ne suis pas sûr que les Iraniens aient intérêt à s'en aliéner une partie. Au contraire, ils voudraient conserver ce soutien populaire parce qu'il pourrait jouer un rôle dans de futures négociations. Rappelez-vous que l'un des aspects du protocole d'accord est le retrait des installations militaires américaines à proximité de l'Iran. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie concrètement, mais c'est ce qui a été décidé. Et je me souviens qu'au début du mois de mars, certains pays arabes et des dignitaires de ces pays disaient en substance que la présence américaine était un handicap et non une garantie de sécurité. Ce qui veut dire que je ne suis pas sûr que les Arabes soient si heureux d'avoir les États-Unis sur leur territoire. Et en ce sens, ils pourraient être, probablement pas à 100%, mais dans une certaine mesure, favorables à l'Iran. Et cela pourrait entrer en jeu dans des négociations à un stade ultérieur. Et encore une fois, je ne suis pas dans la tête des dirigeants iraniens. Je ne sais pas exactement quels sont leurs plans. Mais je pourrais imaginer qu'ils chercheraient à préserver aussi longtemps que possible le soutien potentiel dont ils disposent dans les pays arabes, et qu'ils éviteraient aussi longtemps que possible d'attaquer des installations qui affecteraient la population arabe. En plus de cela, probablement comme troisième argument, on pourrait dire qu'il est plus facile d'accuser les États-Unis ou de porter des accusations contre eux, parce que les États-Unis ont attaqué, par exemple, des hôpitaux, des écoles et tout le reste, si vous ne faites pas la même chose. Si vous commencez à faire la même chose qu'eux, alors comment pouvez-vous ensuite porter de telles accusations? Donc, à mon avis, et là encore, je ne sais pas, mais d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, d'après la manière dont l'Iran a réagi aux différentes attaques qu'il a subies, j'ai l'impression que les États-Unis pourraient très certainement tenter d'attaquer le réseau électrique et ce genre de choses. Ils l'ont fait dans les Balkans, en Serbie et ailleurs. Alors, pourquoi ne le ferait-il pas en Iran? Cela pourrait donc être le cas. Mais la réaction iranienne serait beaucoup plus mesurée et probablement moins directe que nous ne le pensons.